Somalie. Dans ce pays, parmi 10 personnes que vous rencontrez, 7 vivent dans une pauvreté extrême. Dans des régions difficiles, certaines familles adoptent même un mode de vie sans abri pour le moins étrange. Lorsque l'eau se tarit, ils démontent leur maison, puis emportent toute leur vie avec les pluies. Mais ce qui est incroyable, c'est que un pays aussi pauvre dispose d'un système de paiement numérique étonnamment moderne. Il suffit d'un téléphone et presque toutes les transactions peuvent être effectuées en quelques secondes. Alors comment les Somaliens vivent-ils et s'adaptent-ils à cette terre? Explorons cela avec Terre d'origine. Numéro 1. La vie réelle dans l'un des pays les plus pauvres du monde, en Somalie. La pauvreté ne commence pas par le montant d'argent dans le portefeuille. Elle débute par une question beaucoup plus simple. Où trouver de l'eau aujourd'hui? Dans de nombreuses régions arides, des familles doivent parfois marcher des kilomètres juste pour obtenir de l'eau. Ainsi, une journée peut commencer non pas par aller à l'école ou au travail, mais par la recherche de la source d'eau la plus proche, qu'elle soit encore disponible ou déjà tarie. Et l'eau n'est pas seulement difficile à obtenir, elle peut également représenter une dépense considérable. Lorsque les sources d'eau naturelles disparaissent, de nombreuses familles doivent acheter de l'eau auprès de camions-citernes ou de points de distribution privés. Si le revenu de la journée est trop faible, elles sont contraintes de faire un choix, acheter de l'eau ou acheter de la nourriture. C'est à ce moment-là que la pauvreté se manifeste clairement à table. Un repas peut se composer uniquement d'aliments très simples. Les portions sont réduites. Le nombre de repas par jour diminue. Et lorsque la nourriture devient trop chère, les adultes peuvent être amenés à manger moins pour privilégier les enfants. Lors de crises graves, l'aide alimentaire ne constitue plus un soutien supplémentaire. Elle peut devenir essentielle pour qu'une famille puisse maintenir des repas de base. Mais même avec de la nourriture, un toit n'est pas nécessairement acquis. Pour de nombreuses familles, contraintes de fuir leur terre natale, à cause de la perte de leurs moyens de subsistance ou de l'instabilité, leur nouveau logement est parfois constitué de tentes faites de branches de plastique, de bâches, de tôle usée ou de tout autre matériau disponible. Pas d'isolation, pas de système d'eau, pas de toilettes convenables. Et lorsque de fortes pluies ou des vents violents surviennent, même la maison peut nécessiter d'être reconstruite depuis le début. L'électricité fait également partie de cette précarité. Pour de nombreux ménages pauvres, éclairer leur maison la nuit, charger leur téléphone ou conserver des aliments plus longtemps dépend de l'accès à une source d'électricité qui n'est pas toujours stable ou abordable. Et lorsque tout doit être acheté, avec un revenu très incertain, le plus grand problème devient l'emploi. Beaucoup de gens n'ont pas de travail stable, avec un salaire fixe chaque mois. Ils vivent de petits boulots, travail journalier, vente sur la voie publique, manutention, travail temporaire. Aujourd'hui, il y a du travail. Aujourd'hui, il y a de l'argent. Demain, pas de travail. Demain, toute la famille doit trouver un moyen de réduire encore quelque chose. C'est pourquoi les pauvres en Somalie doivent développer une capacité d'adaptation très pragmatique. Ils stockent de l'eau quand ils le peuvent. Ils réutilisent tous les matériaux. Ils partagent la nourriture avec leurs proches. Ils s'appuient sur leur famille et leur communauté. Ils réduisent leurs besoins non essentiels. Et lorsque l'endroit où ils vivent ne peut plus fournir les choses les plus basiques, ils sont contraints de partir à la recherche d'un autre lieu. Ce qui est le plus effrayant, c'est que ces manques ne sont pas isolés. Le manque d'eau rend la vie plus chère. Un faible revenu rend la nourriture plus difficile à acheter. Un logement précaire rend les familles plus vulnérables. Perdre son emploi fait que tout le reste devient un problème en même temps. Une difficulté entraîne une autre. Et c'est cela la pauvreté en Somalie. Ce n'est pas seulement le manque d'argent. C'est une vie où de nombreuses choses que nous considérons comme acquises. L'eau, la nourriture, l'électricité, le logement et un revenu stable peuvent devenir des luttes quotidiennes. Et dans ces familles, qui doivent jongler avec chaque repas et chaque bidon d'eau, les femmes sont souvent celles qui portent une grande partie de la pression de la vie quotidienne. Numéro 2. Les femmes somaliennes, la beauté derrière une vie difficile. Pour comprendre cela, suivez une femme somalienne qui commence une nouvelle journée. Son matin peut commencer très tôt. Non pas pour se maquiller, non pas pour aller travailler au bureau, mais pour vérifier s'il y a encore de l'eau dans la maison. S'il n'y en a plus, elle doit aller chercher de l'eau. Parfois, elle doit marcher très loin.
Mais ramener de l'eau à la maison ne signifie pas que le travail est terminé. Cette eau doit encore être répartie. Une partie pour boire, une partie pour cuisiner, une partie pour laver et pour l'hygiène. S'il y en a trop peu, les choses les plus nécessaires doivent être prioritaires. Puis vient le repas. Dans une famille sans revenu stable, la femme ne cuisine pas seulement ce qu'elle veut. Elle doit calculer combien de temps les provisions qu'elle a peuvent nourrir toute la famille. Et si la famille manque encore d'argent, elle doit aller vendre des marchandises au marché. Et c'est dans ces marchés que vous commencez à voir une Somalie très différente. Des hijabs colorés, des robes longues éclatantes, du henné sur les mains, des bijoux en or, et des visages avec des traits très caractéristiques de la Corne de l'Afrique. Les femmes somaliennes ont souvent une silhouette élancée, un visage long ou ovale, des pommettes saillantes, des yeux profonds, une peau avec de nombreuses nuances de brun. Mais ce qui les rend remarquables, ce n'est pas seulement leur apparence. C'est la façon dont elles se présentent dans une vie qui n'est pas facile. Vous pouvez voir une femme qui vend des marchandises au marché, tout en s'occupant de son enfant, tout en marchandant, tout en passant des appels, tout en calculant combien d'argent elle doit consacrer à la nourriture, et combien à l'eau. Une personne assise derrière un comptoir de nourriture, une autre qui vend du lait, une autre qui vend des vêtements, une autre qui expose quelques petits articles devant elle et essaie de les transformer en revenus pour la journée. On estime que les femmes représentent environ 70% des activités de commerce de détail en Somalie. Ainsi, un petit stand, qui ne semble pas spécial, porte parfois une grande responsabilité, ramener le dîner pour toute la famille. Et si un homme est attiré par une fille somalienne, c'est là que l'histoire devient intéressante, car les rendez-vous ici ne fonctionnent pas tout à fait comme à Paris, Londres ou New York. Dans des communautés plus traditionnelles, un homme et une femme non mariés, qui se montrent trop proches ou se rencontrent souvent en privé, peuvent ne pas être considérés comme appropriés. Une relation n'affecte pas seulement deux personnes. La réputation de la fille est également importante. La façon dont la famille perçoit l'homme est aussi cruciale. Et les normes religieuses et sociales créent encore des limites sur la façon dont deux personnes peuvent se rapprocher. Mais les jeunes Somaliens d'aujourd'hui ne vivent plus dans le monde de leurs parents. Ils ont des smartphones, des réseaux sociaux, des messages, des appels privés. Et c'est la technologie qui a créé un nouvel espace pour les relations amoureuses. Un garçon et une fille peuvent commencer à se connaître, avant que toute la famille ne soit au courant. Mais lorsque la relation devient sérieuse, tout commence à changer. Car, en Somalie, le mariage peut ne pas seulement relier deux personnes. Il concerne également deux familles, des clans. Mais cette histoire, nous la garderons pour plus tard. Car avant de comprendre comment les Somaliens se marient, nous devons d'abord comprendre une chose plus fondamentale. Comment ils survivent sur cette terre aride. Il y a des familles qui, lorsque l'eau disparaît, ne peuvent pas simplement attendre. Lorsque les pâturages disparaissent, elles ne peuvent pas non plus les ramener. Ce qu'elles peuvent faire, c'est emporter toute leur vie avec elles. Numéro 3. Un style de vie sans abri étrange. Quitter les villes. S'enfoncer plus profondément dans les régions arides. Vous rencontrerez des familles ayant un mode de vie très différent. Elles ne vivent pas nécessairement de manière fixe à un endroit. Et ce qui détermine leur prochaine destination, c'est parfois aussi simple que où il pleut. Depuis de nombreuses générations, l'élevage nomade fait partie de la vie en Somalie. Mais pour survivre, les humains et les animaux ont besoin de deux choses, de l'eau et des pâturages. Après une saison des pluies, les terres arides peuvent commencer à reverdir. Les points d'eau se remplissent. Les familles peuvent faire une pause. Mais ensuite la saison sèche arrive. L'eau commence à manquer. L'herbe disparaît. Et ils doivent choisir. Rester ou continuer à se déplacer. S'ils restent trop longtemps, les ressources ne seront plus suffisantes. Ainsi, toute la famille peut faire ses bagages et se diriger vers une autre région où il vient de pleuvoir. Ce qui est intéressant, c'est que même la maison est conçue pour ce mode de vie. La maison traditionnelle Akal des Somaliens a une structure simple, recouverte de panneaux tissés. Lorsqu'il est nécessaire de partir, elle peut être démontée, emportée, puis reconstruite à un nouvel endroit. Une maison qui n'est pas faite pour rester immobile, mais pour accompagner les gens. Cela semble être une liberté. Mais en réalité, c'est une vie qui exige une excellente capacité à lire l'environnement. Ils doivent savoir
Où il vient de pleuvoir? Quel puits a encore de l'eau? Quelle zone a encore de l'herbe? Et si le chemin à venir est suffisamment sûr pour que toute la famille puisse continuer? En Somalie, il existe même le concept de roue braque, qui peut être compris comme suivre la pluie. Car la logique de survie est très simple. Où il pleut, la vie est là. Mais le problème survient lorsque les pluies ne viennent pas comme prévu. Une saison des pluies peut arriver en retard, peut être trop courte, ou la quantité d'eau peut simplement être insuffisante. À ce moment-là, la famille doit aller plus loin. Il y a des éleveurs somaliens qui ont dû parcourir des centaines de kilomètres juste pour trouver de l'eau et des pâturages. Et, à ce stade, le déplacement commence à avoir un coût. Les enfants ont du mal à poursuivre leur scolarité. Les personnes âgées ont du mal à suivre. Les hôpitaux et les marchés peuvent devenir de plus en plus éloignés. Les ressources en eau transportées sont également limitées, car vous pouvez quitter une terre aride. Mais que faire si le prochain endroit n'a pas non plus de pluie? C'est à ce moment-là qu'une stratégie de survie qui a traversé de nombreuses générations commence à être mise à l'épreuve. Aujourd'hui, les Somaliens cherchent également à s'adapter. Des puits-forêts, des réservoirs d'eau, de nouveaux points d'approvisionnement en eau. Et les téléphones aident les communautés à échanger des informations plus rapidement sur les conditions dans d'autres régions. Donc, si vous croisez une famille en mouvement dans les terres arides de Somalie, ne pensez pas qu'ils errent simplement. Ils cherchent un endroit où la vie peut continuer. Ne pas s'accrocher à un endroit lorsque la nature a changé, mais se déplacer avec la nature. Mais cela soulève une question assez étrange. Dans ce pays, l'argent liquide n'est pas courant. Si beaucoup de gens vivent loin des villes, les banques peuvent se trouver à des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Comment font-ils pour acheter, vendre et transférer de l'argent? Numéro 4. Comment dépenser de l'argent pour anticiper l'avenir d'un pays pauvre? La réponse se trouve dans leur poche. Un téléphone. En Somalie, vous pouvez entrer dans un petit magasin, acheter un sac de riz, une bouteille d'eau, ou payer pour un service. Mais au lieu de sortir votre portefeuille, vous sortez votre téléphone. Et ce qui est remarquable, c'est que vous n'avez même pas nécessairement besoin d'un smartphone. Un téléphone basique peut également effectuer des transactions via le système de mobile money. Le fonctionnement est assez simple. Votre numéro de téléphone est lié à un portefeuille électronique. Lorsque vous souhaitez payer, vous entrez le code du service. Vous saisissez le numéro de téléphone du destinataire. Vous entrez le montant. Vous confirmez avec un code PIN. L'argent dans votre portefeuille diminue et apparaît dans celui de l'autre personne. C'est assez similaire à un virement bancaire. Mais la banque est remplacée par la carte SIM dans le téléphone. Et voici ce qui est incroyable. Pourquoi un pays pauvre comme la Somalie a-t-il pu construire cela? Une partie de la réponse est parce qu'il manque de banques. Après de nombreuses années d'instabilité, le système bancaire traditionnel de la Somalie est très limité. Mais les gens ont toujours besoin de passer des appels. Les entreprises de télécommunications privées ont donc développé rapidement le réseau mobile. Puis une idée est apparue. Si le téléphone est parvenu là où les banques ne sont pas allées, pourquoi ne pas transférer de l'argent directement sur ce réseau téléphonique? Les opérateurs ont commencé à offrir des services comme EVC+, et Zeaad. Les gens n'ont pas besoin d'attendre qu'une banque ouvre une agence près de chez eux. Ils ont presque contourné les banques traditionnelles pour se diriger directement vers le portefeuille électronique. La Banque mondiale a noté qu'environ 73% des Somaliens âgés de 16 ans et plus utilisent le mobile money, tandis qu'environ 15% seulement ont un compte bancaire officiel. Mais le système n'est vraiment utile que si de nombreuses personnes l'acceptent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les vendeurs acceptent le mobile money. Les clients paient par mobile money. Les familles s'envoient de l'argent par mobile money. Certaines entreprises paient également les salaires ou reçoivent des paiements de cette manière. Plus il y a d'utilisateurs, plus le téléphone ressemble à un véritable portefeuille. La communauté somalienne à l'étranger joue également un rôle important. L'argent des proches vivant aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe ou dans le Golfe est envoyé en Somalie par le biais de systèmes de transfert d'argent, puis peut être intégré à la vie financière locale. Ainsi, la Somalie crée un paradoxe très intéressant. Ils ne suivent pas le chemin. Banque, carte banque en ligne, portefeuille électronique. Dans de nombreux endroits, ils sautent presque directement au téléphone. Ce n'est pas parce que la Somalie est trop moderne.
mais parce que cette solution est moins coûteuse, plus simple et mieux adaptée à un pays où les banques ont du mal à être présentes partout. Parfois, le manque d'un ancien système amène les gens à trouver un nouveau chemin plus rapidement. Mais si le téléphone est le portefeuille moderne de la Somalie, dans les régions d'élevage, il existe un type de richesse qui existe depuis très longtemps. Une richesse à 4 pattes. Numéro 5. En Somalie, les biens peuvent avoir 4 pattes. C'est un troupeau de bétail. Et le plus important parmi eux, c'est le chameau. Pour de nombreuses familles d'éleveurs, un chameau n'est pas seulement un animal de compagnie. Il peut donner du lait. Il peut se reproduire. Il peut être vendu en cas de besoin d'argent. Il peut être utilisé pour des échanges. Et surtout, il peut se déplacer avec la famille lorsque les sources d'eau et les pâturages changent. C'est pourquoi le chameau est particulièrement adapté à une terre aride comme la Somalie, alors que de nombreux types de bétail ont besoin d'une source d'eau plus fréquente. Le chameau peut supporter la soif plus longtemps, se déplacer plus loin et continuer à survivre dans des conditions où de nombreuses autres espèces ont du mal à s'adapter. Ainsi, si une famille possède plusieurs chameaux, cela ne signifie pas seulement qu'elle a beaucoup d'animaux. Cela peut signifier plus de lait, plus de jeunes, plus d'actifs pouvant être vendus, et une meilleure résilience lorsque la vie devient difficile. On peut l'imaginer simplement comme ceci. Dans une ville moderne, vous accumulez de l'argent sur votre compte bancaire. Dans une communauté d'éleveurs en Somalie, une partie de la richesse peut se trouver dans la cour, en train de brouter de l'herbe. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cet actif a la capacité de générer de nouveaux actifs. Une chamelle peut donner naissance. Le jeune grandit. Le troupeau augmente en nombre. Et la valeur des actifs de toute la famille augmente également. C'est pourquoi les Somaliens ne voient pas le chameau seulement comme une source de nourriture depuis longtemps. Il est également lié au statut social, à la capacité économique et à la sécurité d'un foyer. Le lait de chameau est particulièrement important. Dans certaines communautés, c'est un aliment consommé quotidiennement. Le surplus peut être vendu au marché ou envoyé dans les villes. La Somalie a également une industrie d'exportation de bétail significative vers les marchés du Golfe, notamment pendant les saisons de forte demande. Ainsi, un troupeau dans la campagne peut être connecté à un marché situé à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Mais c'est aussi là que réside la faiblesse du système. Les actifs peuvent se déplacer, mais ils ont toujours besoin d'eau et de nourriture. Si la sécheresse dure, les pâturages disparaissent, les sources d'eau s'épuisent, et le bétail commence à s'affaiblir. À ce moment-là, la famille ne perd pas seulement sa source de lait, elle peut également perdre une partie de la richesse accumulée au fil des ans. Une personne en ville qui perd son emploi peut encore avoir des économies à la banque, mais une famille d'éleveurs qui perd son bétail peut perdre en même temps ses revenus, sa nourriture, son capital accumulé et même sa capacité de résilience. C'est pourquoi le chameau en Somalie n'est pas simplement un animal symbole du désert, c'est presque un actif qui marche. Et en comprenant cela, nous commençons à saisir pourquoi le bétail apparaît également dans des histoires qui semblent sans rapport avec l'économie, le mariage, l'honneur et les relations entre les familles. Numéro 6. Mariage, famille et loi, difficile à comprendre. En Somalie, particulièrement au sein des communautés traditionnelles, lorsqu'un couple décide de se marier, l'histoire ne se résume pas seulement à « est-ce que ces deux personnes s'aiment ?» Les familles commencent à intervenir. Les aînés prennent la parole. Et derrière chaque individu se trouve un réseau plus vaste, le clan. Le clan joue un rôle très important dans la société somalienne depuis longtemps. Pour simplifier, imaginez que vous n'appartenez pas seulement à une petite famille composée de parents et d'enfants. Vous faites également partie d'un vaste réseau de parents, où chacun peut s'entraider en cas de besoin, jouer le rôle de médiateur, en cas de conflit, et défendre les intérêts du groupe. Ainsi, vous vous mariez avec une personne, mais cette relation peut connecter deux réseaux familiaux. Et c'est à ce moment-là que les biens entrent en jeu. Selon la tradition islamique, le mari doit offrir un mahr à la femme lors du mariage. Cela peut être de l'argent, de l'or, ou des biens convenus par les deux parties. Il est important de faire la distinction. Le mahr appartient à la femme. Ce n'est pas simplement une somme d'argent pour acheter la mariée. De plus,
Dans certains contextes somaliens, il existe des échanges et des contributions liées à la famille élargie, et historiquement, le bétail a pu jouer un rôle important dans ces relations sociales. Mais le clan ne se manifeste pas seulement lors des mariages. Il est également présent lorsque des problèmes surviennent. La Somalie a un ancien système de loi coutumière, appelé Xeer. Cela ne signifie pas que chaque fois qu'un conflit éclate, tout le monde se précipite vers un tribunal moderne. Dans de nombreuses communautés, les aînés peuvent se réunir, écouter les deux parties, déterminer les responsabilités, puis négocier une solution basée sur des règles reconnues par la communauté depuis des générations. Ce qui est particulier, c'est que la responsabilité ne s'arrête parfois pas à un individu. Dans certains conflits graves, un groupe de parents par le sang peut être tenu conjointement responsable de contribuer à l'indemnisation. C'est à dire que si un membre cause un problème, ses proches peuvent également être impliqués dans l'affaire. Inversement, si vous rencontrez des difficultés, c'est ce même réseau qui peut se tenir derrière vous pour vous soutenir. C'est là les deux facettes du clan. Il peut s'agir d'un filet de sécurité, mais en même temps, cela crée aussi des obligations envers la communauté à laquelle vous appartenez. Et cela aide à expliquer quelque chose qui peut facilement être mal compris par les étrangers. Dans une société où l'État moderne a traversé des périodes de grave affaiblissement, les gens doivent encore trouver des moyens de résoudre les conflits. Ils doivent toujours protéger leurs biens. Ils doivent toujours se marier. Ils doivent savoir qui est responsable lorsqu'un accord est rompu. Dans ce vide, la famille, le clan et le Xeer deviennent une partie intégrante du fonctionnement continu de la société. Bien sûr, la Somalie d'aujourd'hui a également des lois étatiques et des lois islamiques. Le rôle du Xeer varie également selon les régions et les circonstances. Mais sans comprendre le clan, il est très difficile de saisir de nombreux aspects de la vie somalienne. Dès l'union matrimoniale, des relations sociales, jusqu'à la manière dont les gens cherchent du soutien lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Et après ces règles assez complexes, il est peut-être temps de passer à une partie plus légère de la vie, la table à manger. Car il suffit de regarder ce que les Somaliens mettent à côté d'une assiette de spaghettis, pour voir que l'histoire de ce pays est tout aussi étrange. Numéro 7. Que mangent les Somalis? Et juste ici, vous pouvez rencontrer une combinaison assez déroutante. Des spaghettis, accompagnés de bananes. Ce n'est pas un plat destiné aux étrangers. Pour de nombreux Somaliens, manger des bananes avec du riz ou des pâtes est une habitude bien ancrée. La banane peut être pelée et consommée avec le plat principal. Mais la question plus intéressante est pourquoi les spaghettis italiens se retrouvent-ils jusqu'en Somalie? La réponse se trouve dans l'histoire. Le sud de la Somalie a autrefois été sous domination italienne et cette empreinte s'est directement infiltrée dans la cuisine. Les pâtes ont été adoptées par les Somaliens et ont ensuite été transformées en une version qui leur est propre. Les spaghettis peuvent être servis avec une sauce à la viande, des épices locales et bien sûr, une banane à côté. Mais si vous souhaitez trouver quelque chose de plus proche de la vie traditionnelle, commencez par le matin. Un plat très populaire est le kanjero. C'est un type de pain plat fermenté doux et moelleux apparenté à l'injera de la corne de l'Afrique, mais généralement plus petit et plus fin. On peut manger le kanjero avec du beurre ou de l'huile, du sucre, du foie ou des ragoûts. Et à côté, il y a souvent quelque chose que les Somaliens aiment particulièrement. Le thé. Le cha somali est souvent préparé très sucré, avec du lait et des épices parfumées comme la cardamome, la cannelle ou le clou de girofle. Dans un pays chaud, une tasse de thé chaud et sucré peut être servie plusieurs fois par jour. Pour le repas principal, le bariis koukaris est l'un des plats les plus reconnaissables. Le riz est cuit avec de la viande et des épices comme le cumin, la cardamome, la cannelle ou le clou de girofle. Rien qu'en sentant ce plat, vous pouvez déjà comprendre que la Somalie n'est pas tout à fait comme le reste de l'Afrique de l'Est, car ce pays est situé juste au bord de l'océan Indien. Depuis des siècles, des commerçants de la péninsule arabique de Perse, d'Inde et d'autres régions ont traversé les ports somaliens. Et ils n'apportaient pas seulement des marchandises, ils apportaient aussi des épices et des techniques culinaires. C'est pourquoi, sur une table somalienne, vous pouvez voir l'Afrique de l'Est, l'Arabie, l'océan Indien et même l'Italie coexister dans un même repas.
Mais il y a un autre ingrédient qui nous ramène à la vie que nous venons de découvrir dans les numéros précédents. Le lait de chamelle. Pour les communautés d'éleveurs, ce n'est pas un plat étrange pour les touristes. C'est une partie intégrante de leur vie. Les chameaux s'adaptent bien aux environnements arides, c'est pourquoi leur lait est depuis longtemps une source alimentaire importante dans de nombreuses régions. Et lors des fêtes ou des rassemblements, de la viande de chèvre, d'agneau et de grands plats de riz peuvent être servis pour que tout le monde puisse partager. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus fascinant dans la cuisine somalienne. C'est comme une carte historique comestible. Le mode de vie pastoral laisse derrière lui du lait et de la viande. L'océan Indien apporte des épices. Les Arabes laissent leur empreinte dans les habitudes alimentaires. L'Italie laisse des pâtes. Et les Somaliens assemblent tout cela pour créer quelque chose qui leur est totalement propre. Au point qu'une assiette de spaghettis avec une banane à côté peut raconter l'histoire de la Somalie bien plus que nous ne le pensons. Mais si la table montre que la Somalie est connectée au monde depuis longtemps, il suffit de regarder au large pour voir que le paradoxe est encore plus grand. Car ce pays pauvre possède plus de 3000 km de côtes, les plus longues du continent africain. Alors pourquoi un pays avec une immense mer devant lui n'a-t-il pas encore réussi à en faire une source de richesse? Numéro 8. Un pays pauvre possédant plus de 3000 km de côtes. La Somalie possède quelque chose que de nombreux pays ne peuvent que rêver. Plus de 3300 km de côtes les plus longues du continent africain. D'un côté, le golfe d'Aden. De l'autre, l'océan Indien. Et sous la surface de l'eau, se cachent thons, homards, oursins et de nombreuses ressources maritimes précieuses. Certaines évaluations estiment même que les eaux somaliennes ont le potentiel d'une exploitation durable de plus de 300 000 tonnes de produits de la mer chaque année. À ce stade, la Somalie devrait avoir une industrie de la pêche florissante. Mais la réalité est tout autre. La mer est riche, mais de nombreuses communautés côtières restent pauvres. Imaginez un pêcheur somalien. Il peut voir l'océan Indien juste devant chez lui. Mais son bateau est petit. Son équipement de pêche est limité. Les ports de pêche ne sont pas développés. Et même s'il parvient à attraper du poisson, un autre problème se pose. Comment les garder frais? Le poisson a besoin de glace, de chambres froides, de camions de transport, d'usines de transformation, de routes et d'une chaîne logistique pour acheminer les produits de la côte vers les villes ou les marchés étrangers. La Somalie manque encore de nombreux maillons dans cette chaîne. La Banque mondiale indique que la pêche intérieure reste principalement à petite échelle. Le manque de chaînes du froid, de points d'accostage appropriés et de systèmes de distribution entraîne des pertes de poissons et rend difficile la création d'une valeur ajoutée. Mais il y a un paradoxe encore plus grand. Tous les poissons pêchés dans les eaux somaliennes ne sont pas capturés par des pêcheurs somaliens. Des navires industriels étrangers opèrent ici depuis longtemps, y compris des activités de pêche illégales, non déclarées ou mal régulées. Un document récent de la Banque mondiale cite des estimations selon lesquelles près de la moitié des poissons pêchés dans les eaux somaliennes ont été capturés par des navires étrangers avec très peu de bénéfices, retournant à l'économie somalienne. Ainsi, un paradoxe difficile à croire émerge. Un pays manquant de nourriture se trouve face à une mer riche en ressources. Mais il lui manque des grands navires, des ports, des chambres froides, la capacité de contrôler l'ensemble de ses eaux. Et donc, avoir des ressources ne signifie pas nécessairement avoir de la richesse. Mais ce vide au large a engendré un phénomène qui a fait connaître la Somalie dans le monde entier. La piraterie. Et l'histoire réelle derrière cela est beaucoup plus complexe que l'image des hommes armés sur de petits bateaux que nous voyons souvent à la télévision. Numéro 9. La vérité derrière l'image des pirates somaliens. Les petits bateaux, des hommes armés et des navires commerciaux bloqués au milieu de l'océan Indien. Mais la question plus importante est, pourquoi ce phénomène apparaît-il en Somalie? La réponse commence par cette mer dont nous venons de parler. Après de nombreuses années de déclin de l'État, la capacité à contrôler une côte de plus de 3000 km est devenue très limitée. Pendant ce temps, la pêche par des navires étrangers et l'exploitation illégale au large sont devenus un problème majeur pour de nombreuses communautés côtières. Elles voient les ressources devant elles être prises, tandis qu'elles manquent de grands bateaux, de ports de pêche et de moyens pour exploiter ces eaux. Au départ,
Certains groupes locaux se décrivaient comme des protecteurs de la mer, ou percevaient des frais des navires étrangers. Mais très vite, tout cela a dépassé l'histoire de la protection des zones de pêche. Le fait de bloquer les navires a commencé à rapporter de l'argent. Les rançons sont devenues de plus en plus élevées. Et à partir de là, une activité prétendument défensive s'est transformée en un secteur criminel organisé. Les groupes ont commencé à cibler des navires de plus grande valeur, retenant les marins en otage, demandant des millions de dollars de rançon, et plus d'argent affluait. Plus de gens s'impliquaient. À la fin des années 2000, les eaux au large de la Somalie étaient devenues l'une des zones les plus dangereuses au monde pour les navires commerciaux. Mais ce qui est important, c'est que la piraterie n'est pas une culture somalienne. C'est le produit d'une période très particulière. Un État faible, une mer difficile à contrôler, la pauvreté côtière, et un vide que les groupes armés ont rapidement transformé en opportunité de profit. Ensuite, lorsque la marine internationale a intensifié les patrouilles, les navires commerciaux ont changé leur façon de se défendre, et la capacité de contrôle s'est améliorée. Le nombre de cas de piraterie a fortement diminué. Ainsi, si l'on se contente de regarder un homme sur un petit bateau et de conclure « c'est la Somalie », nous ne voyons qu'une très petite partie de l'histoire. Car, derrière ces images, se cache tout un système économique, politique et de survie qui s'est effondré. Et ce qui est intéressant, c'est que, si la piraterie est ce qui a fait connaître la Somalie moderne au monde, dans cette même société, il existe quelque chose qui a duré bien plus longtemps. La poésie. Un pays souvent associé à la violence à l'extérieur, mais qui abrite l'une des traditions poétiques les plus fortes d'Afrique à l'intérieur. Numéro 10. Le pays des poètes. Ce pays est même depuis longtemps surnommé la nation des poètes. Mais la poésie en Somalie n'est pas simplement quelque chose qui se trouve dans des livres. Pendant la majeure partie de son histoire, la culture somalie s'est fortement appuyée sur la tradition orale. Avant que la langue somalie n'adopte officiellement l'alphabet latin, en 1972, les histoires, l'histoire et les connaissances de la communauté étaient principalement transmises de personne à personne par la parole. Et la poésie est devenue un moyen particulièrement efficace de les mémoriser. Un poème peut parler d'amour, de la famille, des pluies, des chameaux, de la vie nomade, ou des problèmes qui se posent dans la société. Mais ce qui rend la poésie somalie encore plus intéressante, c'est qu'elle a joué un rôle similaire à celui d'un média. Lorsqu'un beau poème est composé, les autres peuvent l'apprendre par cœur, le raconter, l'apporter à une autre communauté, puis continuer à le transmettre. Un poème peut parcourir des centaines de kilomètres sans avoir besoin d'une feuille de papier. Les poètes peuvent même utiliser la poésie pour débattre entre eux. Une personne compose un poème pour exprimer un point de vue. Une autre répond avec un autre poème. Et toute la communauté écoute. Ainsi, ceux qui excellent en poésie ne sont pas seulement considérés comme des maîtres des mots. Ils peuvent devenir une voix influente au sein de la communauté. Cela correspond particulièrement à notre mode de vie que nous avons vu précédemment. Lorsque de nombreuses communautés se déplacent régulièrement, les livres et les archives ne sont pas toujours pratiques. Mais une histoire ancrée dans la mémoire peut vous accompagner partout. Et pour aider l'auditeur à se souvenir de longues œuvres, la poésie somalie a développé des règles très strictes concernant le rythme et le son. L'un des très célèbres est l'allitération, la répétition systématique d'un son dans le poème. Cela crée à la fois de la musicalité et rend les vers plus faciles à mémoriser. Au XXe siècle, la radio a encore élargi cette tradition. La voix d'un poète n'est plus seulement entendue par un groupe de personnes, mais peut atteindre des milliers de foyers en même temps. C'est pourquoi si l'on ne considère la Somalie qu'à travers la pauvreté, la sécheresse ou la piraterie, nous manquerions une grande partie de ce pays. Car dans une société où les gens n'avaient pas besoin de livres pour conserver toutes les histoires, la mémoire et la parole sont une bibliothèque. Et la poésie est la manière dont ils emportent cette bibliothèque avec eux. Mais il y a une autre chose que les Somaliens portent à travers les générations. Ce n'est pas dans les poèmes, mais sur leur corps même. Les vêtements, les couleurs et les coutumes traditionnelles peuvent surprendre les étrangers. Numéro 11. Les vêtements et les particularités culturelles des Somaliens. Au milieu des rues poussiéreuses et du climat chaud et sec, les vêtements des Somaliens se distinguent souvent par leur éclat. Pour les femmes, l'un des vêtements traditionnels les plus reconnaissables
est le guntino. C'est un long morceau de tissu enroulé autour du corps de différentes manières. Dans la vie moderne, vous pouvez également voir des femmes porter des robes longues, des abayas et des hijabs. Mais ne pensez pas que s'habiller de manière modeste signifie être monotone. Les couleurs peuvent être extrêmement vives. Rouge, orange, verte, jaune, de grands motifs, des foulards assortis aux robes, et lors d'occasions spéciales, tout devient encore plus élaboré. Les femmes peuvent décorer leurs mains et leurs pieds avec du henné. Des motifs complexes sont dessinés avant les mariages, les festivals ou d'autres événements importants. Mais, il y a un autre détail que vous pouvez reconnaître, même les yeux fermés. Chest, les parfums. Dans de nombreuses familles somaliennes, un type d'encens brûlé à l'intérieur de la maison crée une odeur caractéristique. Les femmes utilisent également du Dakar et d'autres mélanges de parfums pour le corps, les vêtements ou l'espace de vie. Ainsi, se préparer pour une occasion spéciale ne se résume pas à « que vais-je porter ?», mais aussi à « quel parfum vais-je porter ?» Les hommes ont également leurs propres images distinctes. Vous pouvez croiser des makawis, un morceau de tissu enroulé autour de la partie inférieure du corps, assez semblable à un sarong. Par temps chaud, c'est simple, ample et confortable. Mais peut être que l'aspect culturel le plus intéressant se manifeste lorsque les Somaliens se rencontrent. Car c'est une société qui accorde une grande importance à l'hospitalité. Les invités peuvent se voir offrir du thé, de la nourriture, et les conversations peuvent durer bien plus longtemps que prévu. Parmi elles, une chose presque incontournable est le thé somalien, doux, parfumé, souvent avec du lait et des épices. Vous avez peut-être déjà bu une tasse, et on vous en a encore servi. Car ici, partager de la nourriture et des boissons n'est pas seulement une question de désaltération. C'est une manière de tisser des liens. Et lorsque l'on met tout cela ensemble, la Somalie commence à apparaître très différemment de l'image familière véhiculée par les médias. Un pays qui peut être très pauvre, un climat difficile, une vie pleine d'incertitudes. Mais à l'intérieur de tout cela, il existe un monde riche en couleurs, parfums, poésie, moments de thé et rituels sociaux préservés à travers les générations. Et il y a encore une dernière chose sur la Somalie qui pourrait vous surprendre davantage. Car ce pays, souvent perçu comme un endroit presque isolé du monde, possède en réalité une immense communauté somalienne vivant au-delà de ses frontières. Et ceux qui sont partis continuent d'influencer directement la vie de ceux qui sont restés. Numéro 12. Les personnes qui ont quitté la Somalie mais continuent de soutenir leur pays d'origine. Et peut-être pour comprendre la Somalie d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement nous concentrer sur les personnes vivant à l'intérieur de ce pays. Car des millions de Somaliens vivent à l'étranger, de l'Angleterre, des États-Unis et du Canada, jusqu'à la Scandinavie, le Kenya ou les pays du Golfe. Ils forment une très grande communauté de diaspora. Mais ce qui est intéressant, c'est que quitter la Somalie ne signifie pas couper les liens avec elle. Imaginez un homme somalien conduisant un taxi à Londres, une femme travaillant à Minneapolis, ou un travailleur vivant à Dubaï. À la fin du mois, une partie de l'argent qu'il gagne peut être envoyée au pays natal. De l'autre côté, cet argent peut devenir de l'argent pour acheter de la nourriture pour leurs parents, des frais de scolarité pour un enfant, de l'argent pour des médicaments, du loyer, ou du capital pour qu'un proche ouvre un petit commerce. Et ce ne sont pas de petites sommes d'argent. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds officiels vers la Somalie représenteront environ 17% du PIB en 2024. En d'autres termes, une part significative de la vitalité de l'économie somalienne provient de personnes qui ne vivent même plus en Somalie. Mais ce qui est encore plus remarquable que l'argent, c'est le fonctionnement de ce réseau. Une personne peut quitter son pays pendant de nombreuses années, avoir une autre nationalité. Ses enfants grandissent dans un autre pays. Mais les liens avec les parents, les frères et sœurs et les proches en Somalie restent maintenus. Si la famille rencontre des difficultés, les proches à l'étranger peuvent être sollicités. Si de l'argent est nécessaire pour des soins médicaux, tout le monde contribue. Si un enfant a besoin de frais de scolarité, un oncle en Europe peut se porter garant. La distance géographique est immense. Mais la famille fonctionne toujours comme un réseau. Et les Somaliens, à l'étranger, n'envoient pas seulement de l'argent. Ils reviennent aussi pour investir, ouvrir des entreprises, construire des maisons,
soutenir des écoles et des projets communautaires, apportant avec eux des connaissances, des relations et des expériences acquises dans d'autres pays. Ainsi, à Mogadiscio, vous pouvez rencontrer une personne qui vient de revenir après de nombreuses années passées à Londres, Stockholm ou Minneapolis, et qui décide d'ouvrir un restaurant, une entreprise ou de commencer un nouveau projet dans son pays natal. C'est aussi une partie de la raison pour laquelle la Somalie crée un paradoxe très particulier. Un pays divisé par la distance, mais connecté par les personnes qui sont parties. Et en regardant l'ensemble du parcours, la Somalie apparaît comme étant beaucoup plus complexe que les images souvent véhiculées à la télévision. C'est un endroit où les gens peuvent devoir parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau. Mais c'est aussi un endroit où l'argent circule par téléphone. Un endroit où les familles suivent les pluies, mais restent connectées avec leurs proches à l'autre bout du monde. Un endroit où la pauvreté et l'instabilité sont des réalités très évidentes, mais où les gens trouvent encore des moyens de s'adapter. Ce n'est pas une Somalie uniquement faite de pauvreté ou de piraterie, mais une Somalie qui a appris à continuer à fonctionner, même lorsque beaucoup de choses autour d'eux ne fonctionnent pas normalement. Et c'est une Somalie très différente de ce que nous avons l'habitude de voir dans les médias. Si ce voyage vous a aidé à mieux comprendre ce pays si particulier, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer avec nous les facettes méconnues des pays du monde. Pour l'instant, à bientôt pour notre prochaine aventure.